Bonjour et bienvenue dans Flash Critique, une émission qui a pour but de critiquer très rapidement les différentes lectures effectuées ce mois-ci, que ce soit VF ou VO, et puis voilà, il n'y a pas de restriction d'éditeur, de temps, d'époque, enfin voilà, on bouffe à tous les râteliers, on est comme ça. Et comme vous allez le voir, ce mois-ci, ça a été assez disparate et assez éclectique comme sélection. On commence tout de suite en VF avec Puta Madre numéro 1. Ankama et son fameux label 619 sortent en ce moment une série de 6 numéros au format single. Puta Madre. Située dans le même univers que l'excellent Mutafukaz, l'histoire en est pour le moment assez indépendante. L'histoire nous conte celle d'un jeune garçon qui doit vivre le reste de son enfance sans prison. L'ambiance ghetto mexicain est toujours aussi plaisante que dans l'original, même si le style graphique se veut ici plus classique que dans Mutafukaz, avec quand même un style assez percutant, quand même. Bref, autant vous dire que si le numéro 2 est aussi bon, je vais kiffer. Et vous savez quoi ? Il est excellent ce numéro 2 ! L'histoire évolue plutôt vite, on découvre que la série ne se limitera pas à l'univers carcéral. Notre héros grandit tant bien que mal dans cet univers hostile et l'intrigue montre qu'elle a la bougeotte. Ce qui fait qu'il est actuellement assez compliqué de savoir où celle-ci va désormais aller. Et c'est une excellente chose selon moi. Si vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau et de très bon, n'hésitez pas une seule seconde et ruez-vous sur ce titre, c'est un gros coup de cœur personnel. Le tome 1 de Suprême chez Delcourt. Sur le papier, voir Alan Moore scénariser un personnage créé par Rob Liefeld semble être une idée passablement étrange. Le résultat, c'est de voir le scénariste barbu donner sa propre vision du mythe de Superman et de l'évolution des comics en tant que média. Ouais, rien que ça. Les numéros compilés dans ce tome français touchent souvent juste sur ces points et Moore semble même souvent mélancolique de cet âge où les comics étaient plus simples, moins sombres, avaient même des séquences flashback réalisées comme des comics de l'époque. Avec beaucoup de contrepoids à l'univers d'ici. Forcément, Superman, tout ça. En tout cas, sachez-le, l'un des plus bels hommages rendus à Superman se trouve ici. Et je parlerai du tome 2 le mois prochain. Gwenpool, un délire assez inoffensif et même plutôt sympathique dans la façon de faire, dont le seul vrai problème est la surexposition médiatique qui a fait que beaucoup d'entre nous l'ont détesté avant de pouvoir lire ses aventures. Après, c'est plus un délire à suivre qu'une série essentielle, et je pense qu'on peut pas lui demander d'être beaucoup plus que ça. Donc si ce que je viens de vous dire, à savoir un petit délire de temps en temps vous intéresse, et Gwenpool pourrait vous intéresser. Sinon, passez votre chemin. The Ultimates, ce titre a été pour moi une vraie bonne surprise. Enfin une série de super-héros proactive, c'est-à-dire qui ne fait pas que répondre aux événements, qui fonctionne. Enfin. Tout simplement parce que contrairement à d'autres titres qui ont eu la prétention de se vouloir proactive, on ne va pas s'attaquer à des criminels n'ayant pas encore commis le crime, ce qui est un non-sens total. Non, celle-ci a le bon goût de s'attaquer à des problèmes liés à l'ordre naturel. Vous savez, comme résoudre le problème de Galactus, ou celui du temps qui se barre dans tous les sens chez Marvel depuis un moment. Du cosmique proactif qui fonctionne avec en plus des chouchous personnels, comme Blue Marvel ou Monica Rambeau aux multiples pseudonymes. Bref, une lecture à lire, franchement. Civil War 2 The Kingpin, ou en français Civil War 2 Le Caïd. Civil War 2 est un event bien sympathique, mais qui manque affreusement de vilains. Mais où sont tous nos détestables adorés ? Une seule série nous en parle vraiment et pas centrée sur n'importe qui, Le Caïd. Ennemi par excellence de Spider-Man et de Daredevil, cet ennemi n'était plus à New York depuis quelques temps, et cette série marque son retour en grâce dans la grosse pomme, avant d'avoir une série en son nom. Et si la série est à venir et du niveau de ces 4 numéros, ça va être bon. Le trait très crayonné, très sauvage de Talajik et Sherman correspond extrêmement bien au personnage du Caïd. La construction du récit nous fait voir consécutivement les différentes couches de la personnalité du criminel, de son côté social mondain à son côté sauvage et bestial avec une adéquation récit-graphisme très bien trouvée. Une très belle rencontre avec le Punisher, pas mal de monde des criminels du New York, un revirement pas dégueu, une très bonne série. Seul reproche pour un tie-in, le lien avec Civil War 2 est très étrange. Même si, mais très étrange, le fait d'avoir un inhumain est pas mal, mais on se demande vraiment comment fonctionne ce pouvoir en réalité. Quand on se met à enculer les mouches sur ce point sur une critique, c'est que le titre il est bon, point. Et on passe maintenant à la VO avec, pour commencer, Valiant High School numéro 1. Le premier comics créé exclusivement par Comixology, la plateforme numérique, je ne pouvais pas rater cela. Déjà, pour voir ce que valait ce premier essai pour Comixology. J'ai un mot pour ça. Bref. Le but de la série est de transposer les personnages de l'univers Valiant dans le contexte du lycée. Et c'est typiquement ce qu'on peut imaginer en entendant le pitch, très peu de surprises, ce qui est bien dommage.
Quelques bonnes idées dans la transposition, comme l'armure d'Ixo Manowar, voilà, qui devient la tenue de joueur de foot américain du certain Harrick, avec lequel ils se sont invincibles. Mais clairement pas assez d'imagination ou d'inventivité pour vraiment sortir du lot. Pas franchement de surprise pour ma part, mais il fallait bien jeter un coup d'œil, non? Dial H for Hero version New 52, sans aucun doute l'une de mes séries New 52 préférées, qui date des débuts du reboot, où l'éditeur a lancé ou relancé beaucoup de concepts originaux. Dial H est un ancien titre remis au goût du jour avec toujours le même principe de gagner des pouvoirs aléatoires avec le cadran d'un téléphone. Avec ce coup-ci un personnage qui ne semble pas du tout prêt à ce genre de responsabilité. En même temps, chaque possesseur du Dial H n'ont jamais été vraiment prêts ou de vrais héros, hein. C'est un peu le principe. Et toute une histoire sur les pouvoirs et les autres usagers du cadran. Des métamorphoses délirantes, un humour un brin cynique et surtout une ambiance extrêmement prenante. L'un de mes gros coups de cœur, ne serait-ce que pour Captain Lacrimosa. Merci à Double de m'avoir offert ce comics lors d'un autre Noël secret. Que voulez-vous, j'aime les Noëls secrets. The Kingdom 1 et 2, une sorte de suite de The Kingdom Come, qui rencontre l'univers habituel sans grande maestria, là où Kingdom Come proposait une intrigue épique aux enjeux touchant l'ensemble de l'univers d'ici. Il s'agit ici plutôt d'une intrigue qui touche principalement la Trinité. Enfin, la Trinité, oui, on la verra, mais enfin, surtout Superman dans le premier numéro. Puis bon, Batman, il s'en fout un peu en fait. C'est moins épique, moins marquant, il manque la moitié de l'âme originelle de Kingdom Come, vu qu'il ne reste que le scénariste aux commandes. L'intrigue est bonne, mais ne réussit pas vraiment à s'approcher de son prédécesseur. Ce qui frustre énormément, hein. Une curiosité à lire pour les fans de Kingdom Come, mais aux amateurs du multivers, mais loin d'être un absolu, hein. Ce qui est bien triste quand on voit l'héritage. Flashpoint Project Superman numéro 1, 2 et 3. Flashpoint était une histoire sympathique. Certes, elle n'avait clairement pas les épaules pour rebooter l'univers d'ici, mais ça restait bien sympa. Alors j'ai voulu regarder un peu les tie-in, et voici un peu de Superman, qui s'est fait bien discret dans cette histoire. Eh bien ces 3 numéros vont répondre à cette question. Ces numéros sont pas franchement extraordinaires, mais font le job. On apprend en effet plus sur les conditions de vie du petit Kal-El, on va même rencontrer Lois Lane, parce que passage obligé, hein. Mais finalement, le personnage le plus développé, c'est l'antagoniste du récit, une sorte de clone de Doomsday à forme humaine et aux motivations cheloues. Un bon apport à Flashpoint, mais pas un bon aperçu de ce Superman alternatif qui reste très survolé. Alors que d'habitude, c'est lui qui est censé survoler les trucs, tu vois, ça marche pas. Heroes Return. Un moment un peu particulier dans l'histoire de Marvel puisqu'il s'agit du retour des héros emblématiques comme Captain America, Iron Man ou encore Thor dans l'univers normal après avoir vécu quelque temps dans un autre univers. L'event en lui-même n'est pas si mal, mais risque d'être très difficile à saisir pour quelqu'un qui n'est pas au courant de tout le contexte autour, qui écrase littéralement tout ce qui se passe en cette page. Ce qui est dommage car les moments forts s'enchaînent sans vraiment être vraiment plus marquants que ça en fait. Ça semble paradoxal hein, qu'un event d'une telle importance ne marque pas, mais l'histoire est bien trop dense pour le nombre de pages, hein. On aurait gagné à ce que le tout soit plus posé, plus digeste en fait. Parce qu'à force de bouffer saucisse sur saucisse, et ben même si c'est plutôt bon niveau ingrédients, et ben t'es malade à la fin. Et c'est un peu dommage, même si le tout se révèle sympathique. Voilà. Et pour finir, The Human Torch de Dynamite et de Marvel Comics. Vieux personnage de Marvel, surtout connu aujourd'hui pour sa présence sur la couverture de Marvel Comics numéro 1 et la refonte du personnage en Johnny Storm des 4 Fantastiques, la Torche Humaine, première du nom, n'appartient plus entièrement à la Maison des Idées, mais aussi un peu à Dynamite Comics. Ce qui permet à Alex Ross de revitaliser l'un des plus anciens androïdes du petit monde des comics. Alors, précisons, si Alex Ross scénarise, ce n'est pas lui qui dessine, puisqu'on retrouve Mike Carey au pinceau, qui se débrouille plutôt pas mal sur l'iconisation des personnages attendus sur un récit de Monsieur Ross. Le scénario se débrouille assez bien pour présenter le personnage, et tout son background au final. Mais le débutant pourra être confus sur les premières pages, surtout sur une vision différente de la vision Android, puisque là c'est pas vraiment un Android, ce qui peut un peu dérouter. Heureusement qu'elle déboule pas trop souvent, parce que elle, on nous expliquera rien. Au menu, l'histoire de cet Android au fil des âges, des scientifiques un peu fous, une bonne intégration dans l'univers Marvel post-House of M, et même des bases secrètes nazies. Bref, que demande le peuple? Et ben voilà, c'est la fin de ce flash critique. Je vous souhaite de passer du bon temps, hein, amusez-vous bien. Et on se retrouve au mois prochain pour un nouveau flash critique. Le truc c'est que c'est redondant à force, hein, forcément. Je dis un peu toujours la même chose. Désolé.